Bien, voilà. Je vous propose de commencer tout doucement ce webinaire qui sera animé par les différentes personnes que vous voyez donc, dans les vignettes. Donc moi-même, je suis le docteur Van Boxtal, donc je travaille à la stratégie l'Agence régionale de santé sur les parcours maladies chroniques. Alors, avec nous, je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement. Euh, Madame Vermès. Bonjour. Donc moi je suis Emmanuelle Vermet, je suis cardiologue et donc je travaille au CHU d'Amiens où je suis responsable d'une unité d'insuffisance cardiaque qu'on a mis en place là depuis quelques temps. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut prendre la parole ici en direct du CHU de Lille. Nous sommes plusieurs autour de la table et je vous présente les excuses car l'image est peut-être imparfaite, en tout cas à contre-jour. Moi, je suis le professeur Nicolas Lamblin, donc je suis cardiologue et également donc universitaire à la faculté de médecine et j'enseigne donc aux étudiants, les futurs collègues ainsi que les infirmières d'IPA l'insuffisance cardiaque et puis je suis amené avec mes collègues à prendre en charge des malades d'insuffisance cardiaque. Docteur Mouquet, également cardiologue à Lille, en libéral, et à l'hôpital privé Le Bois. Bonjour à tous, je suis le docteur De Grotte, je suis praticien hospitalier au CHU de Lille. Et donc, ça fait longtemps que je travaille sur l'insuffisance cardiaque avec des patients insuffisance cardiaque atteints de cardiomyopathie ou autres. Et donc, avec mes collègues, on essaye de développer les meilleurs outils et les meilleurs moyens pour essayer de traiter au mieux nos patients. Donc, docteur Thierry Pellieu, je suis médecin conseil, assurance maladie, service médical de la région des Hauts-de-France, à Villeneuve-d'Ascq, et je m'occupe plus particulièrement de l'accompagnement des offreurs de soins. Bonjour à tous, Isabelle Delcroix, donc je suis médecin conseil assurance maladie, donc au niveau de l'accompagnement des offreurs de soins. Donc, bonjour, Hélène Lheureux, coordinatrice de la CPTS Audomaroise, donc le pays de Saint-Omer. Et donc, nous avons travaillé dans le cadre de la CPTS sur le parcours d'insuffisance cardiaque. Voilà, donc le choix d'abord d'un format webinaire sur l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose effectivement on veut expérimenter pour essayer de toucher le maximum de professionnels. Pourquoi l'insuffisance cardiaque? Pas parce qu'elle est une pathologie très fréquente, notamment chez le sujet âgé, souvent diagnostiqué et qui pose beaucoup de problèmes de coordination et de lien ville-hôpital. Beaucoup de référentiels sur cette pathologie également. Donc voilà, le choix du sujet, il est là. Donc un travail collaboratif entre l'ARS, l'assurance maladie, les professionnels, les experts cardiologues, et puis Madame Lheureux qui est là parce qu'en fait, elle représente la CPTS, donc elle a dit au Domaroise, parce qu'on fera en fin de webinaire, donc en lien avec leur activité à la CPTS, parce qu'ils ont commencé à développer un protocole au cours autour du parcours insuffisance cardiaque. Et voilà, on va passer à un petit film. Elle pourra aussi nous dire un petit peu un mot par rapport où ils en sont sur ce sujet. Voilà, en pratique aussi, il y aura un replay de ce webinaire qui sera accessible sur le site de l'ARS prochainement. Donc, sachez que vous pourrez le revoir. Voilà, je vais donc laisser la parole à nos interlocuteurs. Donc l'idée, c'est un peu de rebalayer le parcours insuffisance cardiaque qui a été décomposé pour vous faire passer un certain nombre de messages et une actualité aussi sur le sujet parcours insuffisance cardiaque. Peut-être que ça vous permettra effectivement de remettre le focus sur certains points que vous voulez aborder en équipe de soins primaires, que vous ayez déjà investi ce champ insuffisance cardiaque ou pas. Mais voilà, l'idée, c'est un petit peu de parler de ce sujet et puis créer une dynamique autour qui sera peut-être encore à enrichir à l'avenir. Voilà, donc je vais partager l'écran pour commencer la présentation. Voilà. Donc, je vais
Voilà. Oui, peut-être quelques consignes aussi sur l'usage de webinaire. Vous pouvez poser des questions, mais on vous demande d'utiliser le module questions-réponses, hein. Donc, on va voir les questions qui vont apparaître et on essaiera d'y répondre. Merci de ne pas utiliser le chat ou le chat ou la fonction lever de main parce qu'on ne pourra pas gérer l'ensemble. Donc, voilà, pour les questions passées par le module QR. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va avoir au sommaire. Donc, un rappel sur les données sur l'insuffisance cardiaque. Je me permets, Vincent, les diapositives ne passent pas. Ah, Il faut activer la modification, je pense. Et puis, il n'est pas en mode plein écran. C'est pour ça qu'il bloque, je pense. pardon? Il n'est pas en plein écran et les diapos ne passaient pas. En mode présentation. Je vais enlever le mode présentation. Est-ce que ça passe là? Non. Là, plus du tout, non. Non. Un instant. Ça s'est fait interrompre par la pluie. Oh la boque. Un petit éclair, un orage. Pour partager l'écran, Vincent, je pense tout simplement, mais en activant En train. la modification pour qu'il puisse passer en plein écran. Est-ce que ça passe? Alors voilà. Oui, là ça va. Voilà. Et là en écran plein. Voilà. Voilà. En bas. C'est bon? Ah oui, parfait. C'est bon? Ouais. Voilà, donc pour commencer, je vais laisser la parole au docteur Plagneux qui va nous évoquer tout ce qui est contexte et données autour de l'insuffisance cardiaque. Hein. Oui, merci Vincent. Donc effectivement, l'insuffisance cardiaque, l'idée c'est pas d'abreuver de chiffres, hein, c'est simplement de poser la problématique. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie fréquente. Elle concerne environ 1,5 million de personnes en France. En 2021, c'est dans nos bases en fait plus de 800 000 personnes prises en charge en fait pour une insuffisance cardiaque chronique, donc près de 183 000 personnes prises en charge pour une insuffisance cardiaque aiguë. Et la région des Hauts-de-France, elle est très représentée, c'est ce que vous voyez dans les cartographies juste au-dessus, en termes de prévalence, tant sur l'insuffisance cardiaque aiguë que sur l'insuffisance cardiaque chronique. Donc sur la cartographie du haut, vous voyez en fait la prévalence standardisée en 2021 de l'insuffisance cardiaque aiguë, qui va de 2,7 à 3,3 pour 1000 dans notre région. Et en bas, la prévalence de l'insuffisance cardiaque chronique, qui va en fait de 9,6 à 11,3 pour 1000. Sur la slide suivante, c'est une pathologie qui est malgré tout sous-diagnostiquée et on estime, enfin la Société française de cardiologie estime en fait entre 400 et 500 000 patients en fait non diagnostiqués en France. C'est une pathologie qui est aussi responsable en fait de nombreuses hospitalisations. C'est la première cause d'hospitalisation après 65 ans selon l'adresse, dont certaines hospitalisations peuvent être évitables et qui ont un coût économique globalement pour la pathologie de plus de 3 milliards d'euros en 2021, avec une dépense de 2 300 euros par an en moyenne chez l'insuffisant cardiaque stable et 8 300 euros en cas de décompensation. Sur le plan, sur la slide suivante, sur le plan des comorbidités. Donc, vous avez en fait des comorbidités qui sont nombreuses en fait chez les patients insuffisants cardiaques, au premier rang desquels en fait on a des comorbidités cardiovasculaires.
l'hypertension artérielle, le syndrome coronarien chronique, les troubles du rythme pour les principales, le diabète qui arrive en second rang et les maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO. Sur le graphique de droite, vous avez en fait ce que l'on restitue dans nos bases, et sur la plaquette de gauche, vous avez en fait des données de la littérature. Donc on voit que dans nos bases, on retrouve ces comorbidités, et celles-ci, elles sont concordantes avec les données de la littérature. À titre d'exemple, la prévalence d'insuffisance cardiaque parmi les patients atteints de diabète est retrouvée dans 10 à 30% des cas dans la littérature, et 28% en fait, des patients pris en charge pour insuffisance cardiaque chronique dans nos bases. Donc on a quand même une concordance en fait, entre toutes ces données. Et l'enjeu derrière, à côté des comorbidités, c'est la mortalité. Donc, sur la slide suivante, l'insuffisance cardiaque est responsable en fait, d'une mortalité importante, de l'ordre de 30% sur le graphique en bas à gauche. Elle est un petit peu plus élevée chez les femmes, et en particulier au décours d'une hospitalisation. Et avec une hospitalisation sur le graphique de haut, vous voyez en fait un taux de décès qui monte à 47% contre 23% sans hospitalisation. Sans surprise, cette mortalité en fait augmente avec le temps au décours d'un séjour index, c'est-à-dire là, ce sont des données en fait de l'outil de diagnostic territorial. Donc c'est le parcours 2020-2021 des patients identifiés insuffisants cardiaques en 2019. Et donc nous avons en fait une mortalité intra-hospitalière et une mortalité qui va augmenter au cours du temps, au décours de ce séjour index, c'est-à-dire le premier séjour identifié dans le parcours du patient sur ces 2 années de référence. Voilà pour ces quelques chiffres et l'enjeu de santé publique qui est derrière en fait, la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Vincent, si vous mettez en plein écran, vous pouvez supprimer dans Zoom l'option paramètres présentateur, donc dans l'option d'affichage, vous pouvez remettre en plein écran, en bas à droite. Oui. Et là, un petit peu de temps. C'est mieux? Non, là c'est non. Vous dézoomez peut-être, mais là c'est pas, vous n'êtes pas en mode plein écran. Écoutez, on va continuer comme ça. On va faire comme ça. Ouais. Donc, après, Oui, après ce panorama sur les enjeux de santé publique, on va passer en revue donc 4 temps du parcours insuffisance cardiaque, en commençant bien sûr par le diagnostic, l'intérêt du dépistage. Et je laisse donc la parole au professeur Nicolas Lamblin pour aborder ces sujets dans lesquels, bien sûr, on pourra identifier les risques de points de rupture. Oui, merci encore de votre invitation. En préambule, je rappelle que je travaille régulièrement avec des industriels du médicament et des industriels qui font des médicaments utilisés dans l'insuffisance cardiaque. Bien évidemment, ils ne sont pas intervenus dans cette présentation. Il n'y a pas de lien d'intérêt avec ce que je vais dire, puisque je vais parler de diagnostic et non de traitement. Diapo suivante. Alors, oui, il n'y a pas la référence parce qu'elle est un petit peu coupée par la présentation. Cette diapo semble un peu compliquée, en particulier le schéma du haut, mais le message est simple. C'est une étude qui a été faite par la Société française de cardiologie ou son groupe de travail sur l'insuffisance cardiaque et qui montre un peu le parcours des malades hospitalisés. Donc c'est important, hein, c'est justement plus en soins primaires, mais des personnes qui ont été hospitalisées pour insuffisance cardiaque. Un certain nombre d'entre eux étaient connus déjà insuffisants cardiaques, mais ils ont malgré tout été hospitalisés. C'est la partie tout à fait à gauche de ce diagramme en haut. Et une plus faible partie ont eu la découverte d'une insuffisance cardiaque ou une insuffisance cardiaque de moins de 1 an avant leur hospitalisation. Le message principal, c'est le rectangle bleu clair, c'est que la plupart de ces personnes voient leur médecin généraliste dans le mois qui précède, alors peut-être pour l'apparition de symptômes, mais peut-être aussi pour autre chose. Hein. On est très très macro, on sait juste qu'ils ont rencontré leur médecin traitant. Et ensuite, vous avez tout le parcours au sein de l'hôpital, c'est-à-dire quels sont ceux qui ont fait appel au SAMU, quels sont ceux qui ont fait appel aux urgences, quels sont ceux qui vont voir le cardiologue,
quels sont ceux qui, au cours du séjour, iront dans une unité de soins intensifs, etc., etc. Je ne vais pas détailler ce parcours, car il y a beaucoup de situations différentes, mais la diapositive montre que bien que les malades aient vu leur médecin traitant, eh bien, parmi ceux qui voient leur médecin traitant, il y en a malgré tout 61% qui arrivent dans le service des urgences. Et moi, je trouve que c'est dommage, car s'il y a une plainte ou une suspicion, peut-être qu'il faut se mettre en mesure d'éviter le passage par les urgences. Ce ne sera pas tout le temps faisable, mais en tout cas, je trouve que 61%, c'est un chiffre trop important. Et deuxièmement, il y a encore un nombre important de ces malades qui font appel au SAMU et qui, de nouveau, lorsqu'ils font appel au SAMU, eh bien, vous voyez, 56% d'entre eux sont amenés dans un service d'urgence. C'est-à-dire que le SAMU, lui, doit arriver dans un service d'urgence de proximité, alors qu'en fait, il devrait être peut-être plus facilement en contact avec les équipes de cardiologie hospitalière. Donc ça n'illustre que les malades qui sont hospitalisés, mais finalement, lorsqu'il y a un retard diagnostique, cette étude a montré qu'il y a des symptômes dans les semaines qui précèdent, et malheureusement, ces symptômes sont soit pas suffisamment bien décrits, soit pas suffisamment bien écoutés, soit que le parcours de soins derrière, il n'est pas assez filiarisé. Hein, excusez-moi pour ce néologisme, la filière de soins n'est pas assez précise. Et donc, il y a trop de personnes encore qui arrivent dans les services d'urgence lorsqu'ils ont une insuffisance cardiaque décompensée. Diapositive suivante. Alors, pourtant, les choses ont été clarifiées encore récemment. Là, de nouveau, il n'y a pas le titre ni la référence, mais c'est la définition universelle de l'insuffisance cardiaque. Alors, vous savez tous ce qu'est l'insuffisance cardiaque, mais j'ai voulu la repréciser. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que c'est le cœur affaibli, que c'est un bas débit cardiaque. Non, l'insuffisance cardiaque n'est pas un bas débit, c'est dans la majorité des cas des signes de congestion ou une élévation de pression dans le cœur, que ce soit au repos lorsqu'on est décompensé ou simplement à l'effort. Mais cette définition universelle qui a regroupé toutes les sociétés savantes autour du monde est tombée d'accord pour accepter qu'une élévation des peptides natriurétiques, donc BNP ou NT-proBNP, pouvait être, en l'absence de signes de congestion, un équivalent d'insuffisance cardiaque du diagnostic, ou en tout cas une forte suspicion. On verra après que l'algorithme ne se limite pas à ces peptides, mais de nos jours, lorsqu'on a une suspicion d'insuffisance cardiaque ou un symptôme, s'il n'y a pas de signe de congestion, il faut faire un dosage des peptides natriurétiques. C'est un équivalent de la présence de signes de congestion. Diapositive suivante. Alors, comment suspecter justement et diagnostiquer l'insuffisance cardiaque? C'est également issu des dernières recommandations. Ce schéma est assez clair. Et donc, il y a 3 étapes principales. La première de ces étapes, c'est d'évoquer en particulier le diagnostic chez des personnes à risque. Il est des facteurs de risque, et j'en détaillerai certains, de populations plus à risque donc de faire de l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas des gens qui font forcément des édèmes aigus pulmonaires d'emblée, vous voyez, c'est de l'insuffisance cardiaque progressive, subaiguë, voire chronique, donc des personnes qui auront des plaintes fonctionnelles depuis plusieurs semaines. Quels sont ces grands facteurs de risque? Vous ne serez pas étonné que c'est avant tout les facteurs de risque communs au champ des maladies cardiovasculaires. Donc il y a bien sûr les antécédents d'infarctus ou de maladies coronaires, l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité, surtout si elle est abdominale, la consommation excessive d'alcool, indépendamment de la cirrhose. Hein. On sait qu'une consommation excessive quotidienne favorise certaines cardiomyopathies. Et enfin, l'insuffisance rénale chronique. Après ça, il y a d'autres antécédents sur lesquels je reviendrai. Alors, pour ces antécédents, je voudrais faire un focus sur la maladie coronaire. Diapositive suivante. Ce focus est une publication que l'on a faite très récemment à partir de 4000 coronariens du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, ce sont les malades que l'on voit en consultation, ce sont les personnes que vous rencontrez, ce sont des coronariens stables tout venant. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu un infarctus, mais pas forcément. Ils ont eu un stent, ils ont eu un pontage, ils ont eu un angor. Ce sont des coronariens stables tout venant. Et cette diapositive, elle montre 2 choses qui ne sont pas forcément intuitives. C'est que quand le coronarien est stable et que les facteurs de risque et que la prévention secondaire de la maladie coronaire est faite, eh bien, le principal événement auquel il est exposé, ce sont les courbes d'événements sur la gauche.
eh bien, c'est l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Quand vous voyez un coronarien en consultation, je vais être provocateur, ne lui demandez pas s'il a mal dans la poitrine. Ce sera beaucoup plus rare. Demandez-lui s'il est essoufflé. Un coronarien, on lui demande, êtes-vous essoufflé? Faites-vous suffisamment d'activité physique et êtes-vous essoufflé? C'est le principal risque auquel il est exposé. Vient en deuxième, simplement, la récurrence d'événements ischémiques, c'est-à-dire angor instable, syndrome coronaire aigu. Et en troisième, hein, pour ceux qui ne peuvent pas lire parce que c'est petit, la courbe rouge en bas, c'est les hémorragies majeures, puisqu'avec nos traitements antithrombotiques, on peut faire saigner. Sur les histogrammes de droite, c'est la mortalité imputable à chacun de ces événements. Alors, vous regardez la colonne de droite, eh bien, quand un coronarien stable est hospitalisé pour insuffisance cardiaque, eh bien, dans 35% des cas, ça induit le décès dans l'année qui suit l'événement, alors que, bien sûr, en rouge, c'est l'événement hémorragique. Bien sûr, un coronarien qui saigne, c'est extrêmement grave, c'est encore plus grave. Mais les hémorragies sont rares. L'histogramme bleu, c'est la mortalité imputable à la récidive d'un événement ischémique. Donc c'est contre-intuitif, mais chez un coronarien, surtout s'il prend de l'âge, il faut avant tout craindre l'insuffisance cardiaque parce que c'est plus fréquent et craindre l'insuffisance cardiaque parce que c'est beaucoup plus fatal ou à risque de décès que ne le serait une récidive d'événements ischémiques. Donc pensons face à un coronarien au risque d'insuffisance cardiaque. Deuxième type de facteur de risque sur la diapositive suivante, je vais être un peu plus rapide. Ah oui, là, c'était les ronds à côté vous montrent que la majorité des hospitalisations pour insuffisance cardiaque ne sont pas liées à un SCA. Parce que certains pourraient se poser la question, oui, mais c'est parce qu'il faut un SCA. Non, le rond rouge foncé, c'est l'insuffisance cardiaque. Le rond bleu, c'est les éléments ischémiques. Vous voyez que le chevauchement est très faible. Donc la majorité des hospitalisations surviennent indépendamment d'une récidive de sténose ou de syndrome coronaire aigu. Mais la diapositive suivante vous présente deux autres types de facteurs de risque que j'ai mis nouveaux entre guillemets. Ils ne sont pas si nouveaux que ça, mais il faut de plus en plus les évoquer. Les courbes de survie, enfin d'événements à la gauche, c'est pour les personnes exposées à des anticancéreux, et en particulier les anthracyclines, donc c'est les médicaments du cancer du sein ou des hémopathies malignes, en particulier lymphome, leucémie aiguë. Et vous voyez que même 10, 15, 20 ans après l'exposition aux produits anthracyclines, mais aux autres anticancéreux également, parce que les courbes sont superposées, eh bien, ils gardent un risque d'insuffisance cardiaque. Donc, toute personne que vous voyez qui vient avec un symptôme, mais qui vous dit, il y a 20 ans, j'ai eu un lymphome, est suspect d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en mémoire. À droite, c'est un peu plus nouveau, ce sont toutes les biothérapies, on les découvre chaque jour, et vous voyez le nombre de déclarations. Alors ici, c'est un nombre de déclarations de cas d'insuffisance cardiaque au fil des années. Et on voit très bien qu'à partir des années 2010-2011 et l'arrivée de ces thérapies, mais également la déclaration, eh bien, on voit une augmentation progressive des cas d'insuffisance cardiaque. Donc, quand vous avez un patient qui a une biothérapie ou une immunothérapie pour une néoplasie, ayez à l'idée que tout symptôme, c'est peut-être de l'insuffisance cardiaque. Diapositive suivante. Enfin, dans les facteurs de risque un peu originaux qu'il faut avoir en tête, mais je crois que c'est important que vous l'ayez en tête, ce sont les accidents, au sens les complications de la grossesse ou de l'accouchement. Il est montré maintenant, même si le risque n'est pas majeur, hein, il ne faut pas inquiéter toutes ces jeunes femmes, le risque relatif, il est de 1,2, 1,3, ça augmente de 20%, mais vous voyez ici des complications de la grossesse, donc accouchement prématuré, hématome rétroplacentaire, éclampsie, prééclampsie, eh bien, mais même les accouchements prématurés, les petits poids de naissance, vous voyez, c'est associé à la survenue, eh bien, dans les 10 ans qui suivent, à un taux assez important de survenue d'insuffisance cardiaque, et ce sera plutôt des insuffisances cardiaques FEVG préservées. Donc ça, c'est très nouveau, c'est une thématique qui émerge et qu'il faut avoir en tête, et il est probable qu'une partie de ces événements liés au cours de la grossesse sont liés à des complications microvasculaires qui vont favoriser, 10-15 ans après, la survenue d'insuffisance cardiaque. Diapositive suivante, je vais pouvoir conclure en vous rappelant sur la diapo suivante les signes principaux de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez, c'est EPOF, l'acronyme que la Société française de cardio et son groupe de travail avaient créé, qui a été repris par l'assurance maladie. Hein, les sociétés assurantes et les tutelles travaillent ensemble maintenant. EPOF pour essoufflement anormal, prise de poids rapide, œdème des membres inférieurs et une fatigue inhabituelle. Et bien, dès que vous avez un ou surtout plusieurs de ces signes,
il faut évoquer, en particulier chez les personnes à risque précédentes, de l'insuffisance cardiaque. Et dans ce cas-là, je me répète, il faut doser les peptides natriurétiques s'il n'y a pas de signe de congestion. Alors, les seuils sont très bas pour ces peptides. Diapositive suivante. Je les ai repris ici, je ne les détaille pas, vous les retrouverez sur tous les sites, et en particulier celui de la HAS. Effectivement, ces signes sont bas et ils ont une excellente valeur prédictive négative. Mais en tout cas, ça vous permet d'écarter ce diagnostic. Et si vous êtes sur une probabilité élevée, donc avec un seuil qui est élevé, vous pouvez demander un avis cardiologique et une échocardiographie rapidement. Le cardiologue sera à votre écoute, c'est leur rôle. Et bien sûr, il y a une zone grise. Je rappelle que les taux augmentent significativement avec l'âge, mais même chez les personnes les plus âgées, si on prend un seuil élevé, on peut retenir 1800 ou 2000 pour le NT-proBNP, c'est très en faveur d'une insuffisance cardiaque. Utilisez le NT-proBNP pour rapidement écarter le diagnostic ou au contraire le suggérer. Diapositive suivante. Juste pour illustrer mon propos, je vais passer sur la méthode parce que j'ai dû dépasser mon temps. Une étude a été faite récemment, publiée dans une excellente revue, qui met en avant les acteurs de première ligne de soins, les médecins traitants, à l'aide d'un auto-questionnaire. C'est un auto-questionnaire qui était en salle d'attente, mais essentiellement sur les signes que je viens de vous donner, dyspnée, palpitations, etc. Eh bien, en fonction de ce score, ils ont réalisé un peptide natriurétique et s'il était élevé, adressé à une équipe de cardiologie ou avec une infirmière spécialisée en cardiologie. Et la diapositive suivante et encore la suivante, donc on va sauter une diapo, vous montre le résultat. C'est qu'avec un simple questionnaire sur ces signes d'appel, eh bien voilà, on voit très bien que dans 2,5 cas, et si c'est ajusté jusqu'à 3 fois plus de diagnostics d'insuffisance cardiaque ou dans cette étude de maladie coronaire stable ou de fibrillation atriale, a pu être détecté précocement avant les urgences grâce à un auto-questionnaire qui est en salle d'attente, qui est rempli par le patient lui-même, et le médecin traitant qui fait le dosage du NT-proBNP. S'il n'est pas normal, l'adresse à une équipe d'insuffisance cardiaque. C'est tout simple, mais posons les bonnes questions et ayons les bonnes attitudes. Voilà. Pour conclure, il faut tout faire pour raccourcir les délais de diagnostic et y penser souvent, en particulier chez les personnes à risque, en particulier si vous avez l'acronyme EPOF, et dans ce cadre-là, doser le NT-proBNP. Merci. Merci, monsieur Lamblin. Peut-être une question, c'est sur l'utilisation du BNP en population générale. Comment vous imagineriez cette question? Hmm. Alors, je crois que c'est prématuré de dire qu'il faut un BNP à tout le monde à 50 ans, comme on le ferait pour un hémoculte, un PSA ou une mammographie. On n'en est pas là. D'autant plus que le nombre de dosages faits pour observer un malade sur cardiaque serait vraiment pas raisonnable. En revanche, moi je plaide vraiment que pour des populations un peu plus ciblées, et je prendrais par exemple le diabétique de type 2 qui vieillit, donc on pourrait dire le diabétique de type 2 après 60 ans, et ou le diabétique de type 2 avec une fonction rénale qui s'altère, et ou bien sûr les personnes qui ont un symptôme, hein, EPOF, le coronarien qui vieillit, c'est-à-dire que moi, les coronariens, si je mets la barre à moins de 65 ans, je suis agressif et vigilant au LDL cholestérol. Je vois un coronarien parfaitement stable de plus de 65 ans et avec un ventre un peu rond, je lui demande un NT-proBNP. Mais je pense qu'à ce jour, il faut avoir du dépistage dans des populations ciblées. C'est un peu le sens de l'étude que j'ai montrée, parce que c'était chez des diabétiques et ou des BPCO pour vous donner une autre population à risque. Très bien, ben, merci pour cette réponse et cette intervention. Euh, Vous avez souligné l'importance du diagnostic précoce, en particulier chez les personnes à risque d'insuffisance cardiaque. Maintenant, je propose de passer à la prise en charge du patient sur le long cours et je laisse la parole au docteur Mouquet, cardiologue à l'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque de l'hôpital du Bois. Merci Vincent, merci à l'assurance maladie et à l'ARS pour l'organisation de cette réunion sur l'insuffisance cardiaque. Je vais passer la diapositive. Donc, sur mes conflits et liens d'intérêt, rien de spécifique par rapport à la présentation qui va parler d'organisation et de parcours.
Et donc, deux premières diapositives pour faire un point sur les objectifs du suivi du patient insuffisant cardiaque ou à risque d'insuffisance cardiaque. Alors, si on est très général, vous voyez que bien entendu, les objectifs vont aller de réduire la mortalité du patient ou diminuer la morbidité, notamment les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, en essayant de ne pas trop impacter la qualité de vie et d'avoir des effets indésirables avec les différents traitements ou les différentes prises en charge. Et bien entendu, en fonction de l'âge du patient, les seuils qui ont été mis ici sont parfaitement théoriques et arbitraires, mais forcément, plus votre patient est jeune et plus on va cibler sur diminuer la mortalité et les hospitalisations, et plus le patient sera âgé et plus on va privilégier la qualité de vie. Et donc ça, c'est l'équilibre qu'on va essayer de trouver en fonction de l'âge et de la sévérité du patient. Diapositive suivante. Et si on essaie de se cibler un peu plus sur les profils de patients, c'est la diapositive, Vincent. La diapositive suivante, elle vous montre en fait plusieurs messages importants. Petit souci technique. C'est pas très grave. Voilà, donc sur cette diapositive-là, vous avez plusieurs messages importants. Le premier, c'est la manière dont on identifie soit les patients à risque d'insuffisance cardiaque, ça va être la gauche de la diapositive, les patients qui sont dits A ou B, et les patients qui sont effectivement insuffisants cardiaques, qui sont les patients qu'on va qualifier de C ou D. Premier message important, c'est qu'une fois qu'on a croisé la ligne rouge, on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est un patient à risque qui a fait de l'insuffisance cardiaque, une fois qu'on a fait une décompensation cardiaque, on reste insuffisant cardiaque. Donc l'intérêt d'identifier les C et les D, c'est-à-dire les patients qui sont insuffisants cardiaques, c'est quand même de montrer qu'entre les C et les D, même si on ne reviendra pas en arrière de la ligne rouge, eh bien l'optimisation du suivi du patient et sa prise en charge permet parfois de revenir d'un état d'insuffisance cardiaque avancée, donc très sévère, à un état moins sévère ou moins symptomatique avec l'optimisation des traitements ou la surveillance de l'évolution. Et pour les patients qui sont à risque ou pré-insuffisant cardiaque, l'important, c'est de savoir les identifier, comme on en parlait à la fin de la présentation précédente, à qui on fait un BNP. Vous voyez par exemple que les patients qui ont des facteurs de risque, hypertension artérielle, diabète, les patients qui ont été exposés à des chimiothérapies ou à des traitements cardiotoxiques, vont être des patients à risque, donc des patients chez lesquels on va être vigilant en cas de symptômes EPOF, comme l'a rappelé Nicolas Lamblin, et chez qui on va peut-être effectivement faire un dosage de BNP qui servira de référence pour le suivi ultérieur. Et encore plus chez les patients qu'on étiquette B, c'est-à-dire pré-insuffisant cardiaque, c'est-à-dire c'est les patients qui ont parfois des facteurs de risque, mais qui ont déjà une anomalie, que ce soit sur l'échographie, sur les dosages biologiques ou sur l'électrocardiogramme. Donc, ils n'ont pas encore fait de symptômes, ils n'ont pas été hospitalisés, mais ils ont déjà des signes précurseurs et on va être donc très vigilant sur ces patients-là. Et donc, l'idée là, c'est de vous rappeler qu'il est important de s'occuper des patients insuffisants cardiaques, on va en discuter juste après, de mettre en place des parcours ou d'organiser leur suivi, mais il est aussi important de dépister et d'être vigilant chez les sujets à risque pour éviter qu'ils ne croisent la ligne rouge dont ils ne pourront pas revenir en arrière après. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, les objectifs ayant été définis, on va faire un petit point sur les différents acteurs et pour ça, on a repris des données de l'outil de diagnostic territorial et vous voyez ici le nombre moyen de contacts d'un patient insuffisant cardiaque en fonction de différentes professions de santé que sont les médecins généralistes, les cardiologues et les infirmières. Et donc, vous voyez clairement que si on prend le nombre de contacts le plus important, donc les bleus ciel et les marrons, vous voyez, c'est relativement évident sur le graphe. À gauche, vous avez les médecins généralistes qui sont les patients qui sont les praticiens les plus consultés, les plus vus sur une année par leurs patients. Ensuite viennent les infirmières et seulement le cardiologue. Donc, ça ne veut pas dire que le cardiologue est accessoire, mais vous voyez que vraiment les praticiens de premier contact et les plus fréquemment vus par le patient vont vraiment être le médecin généraliste et l'infirmière. On peut passer à la diapositive suivante. Et quand on regarde plus précisément le nombre de contacts effectivement par an, vous voyez que c'est encore plus flagrant. Vous voyez que si on prend le Nord, eh bien, il y a en moyenne 11 contacts avec le médecin généraliste, 70 pour l'infirmière et seulement 1 ou 2 pour le cardiologue. Donc, vous voyez, globalement, vous voyez les patients, on va dire une fois par mois, l'infirmière presque une fois par semaine pour certains patients et le cardiologue une fois par an. Donc, une fois de plus, ça vous replace
ça vous reprécise l'importance de chaque acteur, et notamment des infirmières qui ont vraiment un contact, on ne va pas dire quotidien, mais vraiment très très fréquent avec les patients et qui doivent vraiment être une pierre angulaire dans la prise en charge, de la même manière que les médecins traitants et les cardiologues pour organiser, mais les cardiologues vont être les praticiens qui vont moins voir les patients, d'où l'importance d'organiser des parcours et des prises en charge pour que vous puissiez prendre les devants si jamais l'état se dégrade. Je vais passer à la diapositive suivante. Et donc, une fois qu'on a refait le point sur ces différents intervenants, cette diapositive, elle est là pour vous présenter les différents outils que vous pouvez avoir à votre disposition en fonction du mode d'organisation que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'en termes d'intervenants, on l'a vu, il y a les médecins généralistes, les infirmières et les médecins spécialistes comme les cardiologues. On y ajoute bien entendu les pharmaciens, les kinés, tous les praticiens qui exercent autour du patient. Tout à droite de la diapositive, vous avez les modes d'organisation. Donc, vous avez le PRADO, qui est une surveillance de retour à domicile après une décompensation cardiaque. Les modes d'organisation en ville, ce sont les CPTS ou les maisons de santé pluridisciplinaires. Les ESS, les équipes de soins spécialisées. Il y aura probablement une équipe de soins spécialisée en cardiologie qui va se développer dans la région dans les mois qui viennent, dans le courant de l'année, on espère. Et puis, vous avez des équipes d'insuffisance cardiaque. Celle ici de mes collègues Nicolas Lamblin et Pascal Degrotte au CHU. On en a une aussi sur l'hôpital privé de Bois. Je sais qu'Emmanuel sur Amiens en a monté une aussi. Donc, il y a aussi des équipes qui se sont organisées dans les spécialités. Et puis, au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'entre les praticiens et les modes d'organisation, vous avez les outils. Vous savez qu'on parle beaucoup maintenant de télémédecine. En particulier, j'ai illustré ici la télésurveillance et la téléexpertise. Pour la téléexpertise, il y a des plateformes que vous utilisez peut-être déjà comme Omnidoc ou la plateforme PIC2 qui est spécifique à l'insuffisance cardiaque. Et ces plateformes-là sont intéressantes parce qu'elles vous permettent d'avoir un accès rapide à un cardiologue pour poser une question précise sur un traitement, sur des signes, et d'avoir un retour le plus souvent dans la journée, au plus tard dans la semaine, mais ça vous donne un contact vraiment très rapide, soit avec votre praticien référent, soit avec un cardiologue sur la métropole ou autour de vous, qui peut vous aider à prendre en charge le patient. La télésurveillance, c'est des choses qu'on met maintenant beaucoup en place après des décompensations chez les patients les plus sévères qui vont permettre d'avoir un suivi plus étroit et d'anticiper justement une éventuelle décompensation en adaptant les traitements. Et puis, je vais faire un petit point aussi spécifique sur le BNP et le NT-proBNP. Vous savez que c'est un marqueur très important dans l'insuffisance cardiaque parce que ça va pouvoir donner des choses objectives quand les patients vont moins bien. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. On va discuter un peu du BNP rapidement, qui peut être utilisé de différentes manières, soit, comme l'avait évoqué Nicolas Lamblin, en dépistage, quand on a un doute sur un patient qui a plusieurs signes ou symptômes d'insuffisance cardiaque, on ne les rappelle jamais assez, l'essoufflement, la prise de poids, l'œdème ou la fatigue, c'est EPOF, et plus ils auront un de ces 4 signes, et plus le risque sera important. Donc, soit en dépistage chez ces patients symptomatiques, ou, comme je l'ai rappelé sur la deuxième diapositive, chez les sujets à risque, un patient qui est hypertendu, diabétique, et qui a déjà eu une chimiothérapie pour un cancer, ça va être un patient à très haut risque. Et donc, même s'il ne se plaint de rien, je pense qu'il est intéressant d'avoir chez ce patient-là un dosage de NT-proBNP qui servira de référence si jamais il avait une dyspnée, une fatigue inexpliquée, des œdèmes dans les années qui suivent. Au moins, on a un dosage de référence pour voir si c'est l'insuffisance cardiaque qui s'est installée. Donc, en dépistage, c'est important. En référence, chez les patients également, on a dicté pré-insuffisant cardiaque, donc je vous rappelle, c'est les stades B, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas forcément symptomatiques, mais ils ont déjà une anomalie sur l'échographie, où ils ont eu, s'ils ont une chimiothérapie, une élévation temporaire de la troponine ou du BNP, donc une susceptibilité probablement sur le plan cardiaque, où ils sont suivis pour un rétrécissement aortique ou une valvulopathie mitrale, et donc eux sont très à risque d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque, donc pareil, un dosage de référence chez ces patients-là va être intéressant. Et puis enfin, en surveillance, chez les patients qui étaient à droite de la diapositive, donc les patients insuffisants cardiaques, stade C et D, je vous rappelle qu'une fois qu'on a fait une décompensation, on est insuffisant cardiaque chronique. On peut parfois être en rémission, si l'échographie s'est normalisée, qu'on n'a plus de symptômes, mais on reste insuffisant cardiaque, on reste à risque de décompenser. Et donc, chez ces patients-là, même s'ils ne se plaignent de rien, je pense qu'il faut un dosage au minimum annuel. Et selon les symptômes ou la sévérité du patient, le dosage peut être trimestriel ou semestriel. Je pense qu'il faut peut-être penser au BNP ou à NT-proBNP comme vous pensez à l'hémoglobine glyquée de votre patient diabétique. Votre patient diabétique, même s'il n'a pas de symptômes, il a son hémoglobine glyquée trimestrielle. Ça vous permet d'adapter la prévention des autres facteurs de risque ou l'équilibre du diabète. Ça doit devenir la même chose chez vos patients insuffisants cardiaques. On peut passer à la diapositive suivante. Et quand on parle de BNP, vous voyez que
c'est de nouveau des données de l'outil de diagnostic territorial. Vous voyez que le taux moyen de dosage chez les patients insuffisants cardiaques, alors je n'ai pas le taux moyen, pardon, mais en proportion, vous voyez que la majorité des patients insuffisants cardiaques n'ont pas de dosage de NT-proBNP dans l'année, plus d'un sur deux. Et donc, il faut que ça change. Une fois de plus, les patients C et D, le dosage, il doit être annuel. Diapositive suivante. Pour revenir sur l'organisation, j'ai voulu vous mettre l'exemple d'un organigramme qui n'est pas à retenir du tout. C'était simplement pour vous montrer, c'est un organigramme qu'on avait mis en place à la demande de l'HAS quand c'était la période Covid, pour savoir comment il fallait gérer les patients insuffisants cardiaques quand ils étaient symptomatiques ou asymptomatiques, si on pouvait retarder les consultations ou l'hospitalisation. Et donc, vous voyez qu'on peut faire des diagrammes relativement simples selon les symptômes du patient et leurs critères de gravité pour orienter la prise en charge. Donc là, c'était spécifique au Covid, mais on peut tout à fait imaginer pour vos MSP ou vos CPTS, si vous êtes intéressés pour mettre en place des parcours, que ce soit en dépistage ou en surveillance des patients insuffisants cardiaques, on peut vous aider en fonction du profil de vos patients et des outils que vous avez à disposition, des dosages locaux de BNP, de l'accès à la téléexpertise ou à la télésurveillance. On peut vous aider, si vous le souhaitez, à mettre en place des parcours avec les outils dont vous disposez et avec les cardiologues ou les différentes spécialités ou praticiens de soins que vous avez à disposition sur votre structure ou aux alentours. Donc ça, c'était juste un exemple pour vous montrer qu'avec vos outils et selon vos objectifs, on peut tout à fait vous aider, si vous le souhaitez, à mettre en place des parcours assez spécifiques. Diapositive suivante, et ce sera ma conclusion. Donc en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important d'identifier les patients à risque ou à haut risque pour leur éviter de croiser la barre rouge, sinon ils ne reviendront pas en arrière, donc pour avoir une prévention adaptée et une surveillance adéquate. De mettre en place des parcours, c'est vraiment très important. Une fois de plus, il n'y a pas de parcours type, il doit vraiment être adapté en fonction de vos outils et de vos objectifs, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour structurer la prise en charge. Et je rappelle l'importance du BNP, du NT-proBNP qui doit devenir, entre guillemets, l'hémoglobine glyquée du patient insuffisant cardiaque. Et pour faire la transition avec Pascal de Grotte, je rappelle simplement de nouveau des données de l'outil de diagnostic territorial qui vous montrent que si malgré le suivi de votre patient, quand il décompense, la majeure partie du temps, 2/3 des cas, il passe par les urgences, et c'est quelque chose qu'il faut probablement changer et qu'on peut changer si on s'organise entre différents praticiens de soins et spécialistes. Vous voyez, comme l'avait rappelé Nicolas Lamblin, qu'avant d'être hospitalisé, ils ont vu le cardiologue ou le médecin traitant 10 jours avant. Donc, on a le temps aussi de s'organiser pour pas que ça finisse aux urgences, dans probablement la majeure partie des cas, même si on ne peut pas tout éviter. Et la dernière donnée qui est tout en bas de la diapositive, c'est que vous voyez que chez les patients, en bas à droite, les patients qui ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque, vous voyez que le mois précédent, il n'y en a qu'un sur deux qui a eu une adaptation du traitement diurétique. Donc, il y a plein de pistes d'amélioration et de raisons de mettre en place des parcours pour s'organiser entre nous. Je vous remercie de votre attention. Alors, on a deux petites questions sur le BNP. Donc, est-ce pertinent de n'utiliser que le NT-proBNP ou faut-il utiliser le NT-BNP? Et la deuxième question, toujours sur le BNP, c'est existe-t-il des moyens de doser le BNP ou le NT-proBNP en ambulatoire directement en cabinet? Alors, pour répondre à la première question, oui, en théorie, il y a des profils de patients chez qui il est probablement plus intéressant d'avoir le BNP ou le NT-proBNP, mais si vous en prescrivez, vous êtes souvent comme moi, quoi qu'on mette sur l'ordonnance, c'est le laboratoire qui choisit, donc on a un peu de mal à savoir ce qu'on a envie. En théorie, selon que le patient est sous Entresto, IEC, c'est probablement mieux le BNP ou le NT-proBNP, mais on revient aussi un petit peu là-dessus. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a un dosage chez un patient qui sert de référence, au moins qu'on ait le même, donc le même laboratoire ou le même dosage pour pouvoir faire des comparaisons. Donc après, sur les deux, je pense qu'il n'y a pas d'importance majeure, ce n'est pas trop le problème, je pense. Pas faire les deux, par contre, effectivement, comme le soulignait Nicolas, ça n'aura pas d'intérêt particulier, donc un seul des deux dosages sera suffisant, et essayer d'avoir le même une fois qu'on a fait le dosage chez un patient. Et pour la deuxième question, oui, il est tout à fait possible d'avoir des dosages de BNP dans les quelques minutes avec des petits automates qu'on a au cabinet ou dans une structure d'organisation. La simple chose, la simple précaution à prendre, c'est d'avoir une convention, une collaboration avec le laboratoire local, mais de toute façon, les entreprises qui vous délivrent ce type d'automates ou de choses sont au fait de ce genre de choses, et donc c'est en collaboration avec les laboratoires pour que les dosages aient été validés, ce genre de choses, mais vous pouvez tout à fait mettre en place sur votre structure ou demander
à une équipe. On pourra vous indiquer des noms de sociétés qui mettent ça en place et qui marchent déjà très bien, mais c'est tout à fait possible. Et on peut même préciser que ça se fait sur sang capillaire. Hein, c'est les dosages sur du sang capillaire, une goutte, un peu comme le dextro. Ce sont ces automates-là qui sont disponibles, même s'il y a une règle particulière pour qu'ils soient implantés sur un site. C'est en sang capillaire, donc il n'y a même pas de prélèvement sanguin. Très bien. Merci, Monsieur Mouquet. Je vais maintenant laisser la parole au docteur De Groot qui va aborder un sujet très important. C'est effectivement en cas de décompensation, comment agir vite. Voilà, je lui laisse la parole. Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation et pour ce webinaire. C'est toujours très intéressant de parler d'insuffisance cardiaque. Diapositive suivante. Je n'ai pas de conflit d'intérêt direct avec la présentation. Donc, vous connaissez sans doute cette diapositive qui montre la vie d'un insuffisant cardiaque. À gauche, c'est le moment du diagnostic qui se fait le plus souvent lors d'une décompensation cardiaque. Et après, on parle d'une phase de plateau où il y a un risque de mort subite, puis on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, on a le temps, et après apparaissent à nouveau les décompensations cardiaques jusqu'à la fin de vie. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Diapositive suivante, et ça, on peut le prouver à partir d'une étude menée par l'assurance maladie, où après une première décompensation cardiaque pour une insuffisance cardiaque, on se rend compte, en plus des décès, qu'il y a dans 15% des cas une hospitalisation dans l'année. Et donc, toute décompensation cardiaque, même la première, est à prendre au sérieux parce que, diapositive suivante, les décompensations cardiaques est un marqueur de gravité. La diapo suivante, ça c'est la précédente, et on voit bien, toutes les études le montrent, qu'à chaque décompensation cardiaque, le patient perd du temps de vie. La médiane de survie après la décompensation cardiaque est de plus en plus courte. Donc, il faut essayer d'éviter ces décompensations cardiaques. Je ne sais pas, en essayant d'éviter ces décompensations cardiaques, si on va améliorer leur survie, mais au moins, on va améliorer leur qualité de vie aux patients et diminuer les coûts de la prise en charge suivante. Alors, il y a deux pistes pour éviter les réhospitalisations. La première, c'est de bien gérer la sortie de la décompensation cardiaque. Donc, je vous dis la première ou les autres. Et la deuxième piste, c'est d'essayer de dépister les décompensations cardiaques pour traiter plus tôt. On va d'abord voir la prise en charge post-hospitalière. Suivante. Et donc là, on a la possibilité soit de programmer une consultation précoce pour que le malade ne soit pas perdu dans la nature à la sortie de la décompensation cardiaque. Et l'assurance maladie a mis en place un système que vous connaissez tous, le Prado, qui permet justement de ne pas laisser tout seul une insuffisance cardiaque chez lui et de programmer des consultations de suivi. On peut l'utiliser, comme l'a dit le docteur Mouquet, des objets connectés comme la télésurveillance et également la possibilité de faire une télétitration, une téléadaptation thérapeutique. Et vous pouvez essayer d'intégrer également le patient dans un parcours personnalisé si vous avez réussi à créer un réseau avec vos correspondants. Je mets un petit peu à part la réadaptation cardiaque puisque c'est un excellent moyen pour surveiller les patients et adapter la thérapeutique, mais c'est généralement réservé à des patients qui sont motivés pour faire la réadaptation cardiaque et souvent des jeunes patients. Suivante. Donc là, on rentre un petit peu dans une situation schizophrénique pour le cardiologue, puisque le cardiologue, la cardiologie est la première spécialité à avoir fait les grandes études multicentriques, internationales, et testant un médicament contre placebo pour démontrer que le médicament était efficace ou délétère. Et on ne prescrit en cardio que des médicaments qui ont démontré leur efficacité. On a essayé de calquer la même méthodologie sur la prise en charge des patients, sur les études de prise en charge des patients. Et grosse déception, puisque les études vont montrer que ce n'est pas très efficace, alors qu'on est persuadé que c'est efficace. Et on va avoir à notre disposition, au niveau scientifique, des résultats qui sont plutôt positifs avec une méthodologie qui ne suit pas la méthodologie habituelle des études de médicaments, et puis des résultats qui sont plutôt décevants parce qu'on a voulu faire la même méthodologie que pour les médicaments. Pour le moment, on ne connaît pas très bien quel type d'études on peut faire pour évaluer la prise en charge d'un patient et quels sont les paramètres utiles à analyser. Donc, par exemple, pour la consultation Prado, vous avez une étude 4 témoins sur 6400 patients de chaque côté, des patients qui ont été suivis avec une consultation Prado et des patients qui ont été laissés à une surveillance classique, c'est-à-dire pas de surveillance. Vous voyez les résultats. Ils sont positifs à mon sens, puisque vous avez moins de décès lorsque le patient est pris en charge par le Prado.
vous avez des recours à des acteurs médicaux plus fréquemment, mais c'est normal. Et il y a un petit peu plus d'hospitalisation, mais vous voyez que le recours aux services d'urgence et de soins intensifs est plus faible, c'est-à-dire que les hospitalisations sont peut-être plus précoces et moins graves. Et à l'opposé, je vous ai mis le titre d'une étude qui est plutôt négatif, neutre, elle n'est pas négative, et les neutres, ça n'apporte pas grand-chose. Suivante. Donc, la suivante, si je me souviens bien, c'était sur la téléconsultation. Donc, en fait, la téléconsultation permet de surveiller nos patients au décours d'une décompensation cardiaque. Nous, on l'utilise pour faire de la télétitration, pour adapter au mieux la thérapeutique. Et je reviendrai sur la téléconsultation, la télémédecine, un peu plus tard, puisque ça nous permet également de surveiller les patients et essayer de dépister les décompensations cardiaques. Suivante. Enfin, vous pouvez aussi faire un parcours personnalisé. Je vous ai mis plusieurs résultats. Cardio-Vergne, parce que c'est une des références, c'était une première parcours réseau de soins qui a été mis en place en Auvergne. Ça a été réalisé par une personne entourée d'une équipe extrêmement spécialisée dans la science cardiaque, avec des résultats qui sont positifs, mais avec une méthodologie un petit peu douteuse, puisqu'on compare par rapport à des séries historiques, à une baisse de la mortalité, des hospitalisations et des coûts. Icalor, c'est pareil, c'est centré sur une grosse équipe d'assurance cardiaque et c'est positif. Et à l'opposé, on a fait une étude multicentrique parisienne avec plusieurs équipes randomisées, ouvertes et qui n'apportent pas de bénéfices, alors qu'on est persuadé qu'un parcours personnalisé apporte un bénéfice au patient, en tout cas améliore considérablement la qualité de vie de ce patient. Suivante. Donc ça, c'était pour la sortie de l'hospitalisation. Et ensuite, il faut surveiller les patients pour dépister les décompressions cardiaques, pour traiter tôt, pour éviter une hospitalisation, éviter les passages aux urgences. Et s'il y a hospitalisation, raccourcir la durée des hospitalisations. Tout ça en améliorant la qualité de vie des patients parce qu'il est préférable de les laisser à domicile et en diminuant bien sûr le coût. Et éventuellement, on peut réduire la mortalité, mais ce n'est pas le but essentiel de cette surveillance. Suivante. Et on a la possibilité, pour dépister ces décompensations cardiaques, la télémédecine avec la télésurveillance ou alors la création de parcours de soins personnalisés avec la possibilité d'avoir recours à des consultations spécialisées rapidement. Et puis, on peut aussi éviter les réhospitalisations en les traitant à domicile, donc l'hospitalisation à domicile, ou alors en ambulatoire avec juste une journée à l'hôpital. Suivante. Donc la télésurveillance, on y croit beaucoup. Et là encore, nous sommes dans une situation schizophrénique puisqu'on y croit, on met de la télésurveillance et quand on fait des études randomisées, sur toutes les études randomisées, il n'y en a que 3 qui ont démontré une efficacité sur l'objectif principal. La méta-analyse est favorable. Il y a une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais si on fait des études randomisées, ça ne marche pas. Et je vous prouve sur la diapositive suivante où vous avez d'une part une étude française qui est OSI-4, qui était randomisée et il n'y a aucun effet sur l'événement principal qui sont les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et à l'opposé, mais toujours avec une méthodologie un petit peu douteuse, c'est-à-dire que c'est une comparaison du nombre d'hospitalisations avant la mise en place de la télésurveillance et après la mise en place de la télésurveillance, mais par une équipe qui est pionnière dans la télésurveillance, qui est l'équipe de Caen dirigée par Rémi Sabatier, qui montre qu'il y a une diminution importante des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque et des réhospitalisations cardiovasculaires, avec aussi une baisse des coûts. Donc, on a l'impression que ça marche, mais on n'arrive pas à le démontrer à 100% avec la méthodologie que l'on utilise avec les médicaments. Suivante. Alors, les parcours de soins personnalisés, je n'ai pas beaucoup d'études. Il y a des expérimentations locales. On en a fait une à Lille et vous avez peut-être participé avec la ville, un lien Lille-Hôpital, et c'était le professeur Lamblin qui dirigeait cette expérimentation. Il faut des petits réseaux de soignants de proximité qui ont la capacité de pouvoir réagir rapidement. Et il faut privilégier, c'est un peu comme dans la grande distribution maintenant, les circuits courts pour éviter justement le temps d'attente et le passage aux urgences et les hospitalisations. L'idéal, ce serait d'avoir une application, une plateforme organisationnelle, parce que ce qui nous prend du temps et ce qui nous énerve beaucoup, qui m'énerve beaucoup, et ça doit vous énerver aussi, c'est de trouver le numéro de téléphone, le correspondant, la biologie, tout cela pour être organisé pour que l'on puisse avoir toutes ces informations facilement à partir d'une plateforme ou d'une application.
Et ça dépend bien entendu de la motivation de tout le monde, de tous ces acteurs, et de la disponibilité de ces acteurs. Donc, il faut vraiment créer un réseau de soignants qui soient particulièrement intéressés par la prise en charge en groupe. Et c'est probablement pour ça que les études randomisées ne marchent pas, puisqu'on dit ouais, je vais participer à l'étude, mais on n'est pas motivé, puisqu'on ne semble pas être directement concerné par la prise en charge de ces patients. Suivante. Je crois que c'était mon avant-dernière, c'est juste pour vous dire que l'on peut éviter les hospitalisations en traitant à domicile les patients, puisque là, vous avez une étude qui a comparé 3 types de diurétiques, de méthodes de prescrire des diurétiques à des patients en hospitalisation de jour. On peut tout à fait prévoir des hospitalisations à domicile pour faire des cures de diurétiques, ou alors des cures de diurétiques à des doses plus intenses, plus importantes, en ambulatoire dans un centre hospitalisé. Le patient repart le soir à domicile. Suivante, je crois que c'est la dernière. Et donc, la grande conclusion, c'est surtout, dès la première décompensation cardiaque, le patient est à très haut risque. Je ne l'ai pas mis, mais il y a une période vulnérable. Il faut retenir ce chiffre de 90 jours au-delà de la première hospitalisation où il y a le risque important qu'il y ait des événements cardiaque ou non cardiaque, où il faut une surveillance étroite du patient. Donc, il ne doit pas partir dans la nature. Et on sait qu'après une première décompensation cardiaque, en surveillance classique, la consultation avec un médecin généraliste ou avec un cardiologue peut prendre 1 mois, voire 3 mois, voire 6 mois. Donc, il faut essayer de créer une surveillance étroite de vos patients avec des équipes motivées, essayer de définir un parcours de soins bien personnalisé qui met en place tous les acteurs. Il n'y a pas que le médecin généraliste, le cardiologue, mais il y a aussi l'infirmière, la diététicienne, la pharmacienne, le kiné, l'assistante sociale et les autres spécialités, l'endocrinologue, le néphrologue, le gériatre, pour pouvoir faire un réseau qui puisse répondre rapidement à vos questions et pouvoir prendre en charge le patient. Le but, je vous le rappelle, c'est de réduire les hospitalisations et d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Secondairement, de diminuer les coûts en évitant une hospitalisation et éventuellement d'améliorer la survie de nos patients. Je vous remercie. Alors, on a des petites questions. Est-ce que toutes les télésurveillances sont équivalentes et quels sont les paramètres indispensables de surveillance? Alors, pour l'instant, on ne sait pas si toutes les télésurveillances sont équivalentes puisqu'il n'y a eu aucune étude. Déjà, il faudrait démontrer que la télésurveillance est utile. On est convaincu de son utilité. Je pense que les paramètres qui sont analysés et la méthodologie n'est pas la bonne. Ensuite, les paramètres qui sont indispensables, c'est essentiellement le poids et les symptômes du patient. La tension artérielle, ça nous aide, bien sûr, mais c'est un paramètre secondaire, ça nous aide à adapter le traitement. Mais ce n'est pas parce que vous avez une tension artérielle basse que ça va être un signe d'alerte. En revanche, si vous voyez que le poids augmente vite, vous allez être alerté. Pareil, il y a un autre paramètre qui peut être intéressant qui est la fréquence cardiaque. Si vous voyez que la fréquence cardiaque augmente vite, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal. Alors, il y a des télésurveillances qui mettent d'autres paramètres, qui me regardent si le patient bouge, si le patient reste plus longtemps allongé. C'est des paramètres très sophistiqués, mais déjà, si on se focalisait bien sur les paramètres simples comme le poids et la fréquence cardiaque, ce serait très bien. Alors, une autre question, c'est quelle est la place d'Omnidoc pour orienter notre thérapeutique en cas de décompensation cardiaque aiguë? L'intérêt de ces plateformes, c'est d'avoir une réponse rapide. Une plateforme où vous n'avez pas de réponse rapide, ça ne sert à rien. Et donc de pouvoir adapter rapidement le traitement pour savoir si d'après le tableau clinique, la simple augmentation des doses orales de diurétiques va permettre de contrôler la situation ou s'il faut envisager une hospitalisation. Et là, on peut tout envisager, l'hospitalisation à domicile, généralement l'hospitalisation à domicile, à partir de la médecine de ville, ça peut être compliqué, mais si on fait une hospitalisation en ambulatoire dans un secteur d'insuffisance cardiaque, le patient va 3 ou 4 fois en ambulatoire sur une dizaine de jours pour avoir une cure de diurétique, ou au contraire, si c'est très grave, prévoir une hospitalisation directement dans le service de cardiologie, puisque avec ces plateformes, vous pouvez avoir un contact avec un spécialiste d'insuffisance cardiaque pour éviter le passage par les urgences. Parce que non seulement les urgences, on engorge les urgences, mais il faut vivre aussi ce que le patient et la famille vivent aux urgences.
Donc, c'est vraiment un calvaire pour eux. Donc, si on peut leur éviter ce passage-là, c'est un élément extrêmement favorable. Merci. Merci beaucoup, Monsieur De Grotte, pour tous ces éléments sur la surveillance étroite des patients. Et je vais laisser la parole au docteur Vermès, cardiologue au CHU d'Amiens, hein, je rappelle, qui va nous parler de l'optimisation du traitement de l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs hein, pour ce webinaire et puis cette invitation. Donc, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Enfin, vous pouvez même passer directement à la deuxième, à la troisième. Voilà, allez-y. Alors, avant de vous parler de thérapeutique, je vais déjà vous rappeler en fait les mesures générales qui s'appliquent vraiment à tous les insuffisants cardiaques. Donc, tout d'abord, le régime peu salé. Et je parle d'un régime peu salé et non pas sans sel strict, hein, qui est intenable, mais le régime peu salé, c'est globalement entre 4 et 6 grammes. Et ça, c'est très important parce que l'inobservance de ce régime est une cause non négligeable de décompensation cardiaque. Alors, à côté de ça et à côté des traitements qu'on verra, il y a bien sûr l'activité physique. Les insuffisants cardiaques devraient, et quand ils peuvent faire de l'activité physique, que ce soit une activité physique modérée, qui peut être faite par les kinés, activité physique adaptée maintenant par des enseignants d'activité physique adaptée, et puis bien sûr, notamment en post-hospitalisation, proposer aux patients quand ils peuvent la réadaptation cardiaque. Vous voyez qu'à droite, là, ce sont des courbes de survie et de réhospitalisation lorsque le patient suit une réadaptation cardiaque versus lorsqu'il n'en suit pas. Et c'est donc un bénéfice en plus des traitements. Par ailleurs, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique. Donc, qui dit maladie chronique dit éducation thérapeutique. Et là, on doit faire de l'éducation thérapeutique tout au long du parcours du patient et je dirais tout au long de sa vie, en fait. Et on est tous acteurs, hein, que ce soit médecins, soignants, je dirais, soignants de ville ou soignants à l'hôpital. Et puis, bien sûr, l'importance des vaccinations. Diapositive suivante. Alors, il y a deux types, en fait, d'insuffisance cardiaque qui sont définis par rapport à la fraction d'éjection. Donc, la fraction d'éjection, c'est la performance myocardique hein, que l'on calcule notamment sur le premier examen qu'on fait, qui est donc l'échographie cardiaque. Il y a d'autres méthodes aussi de le calculer, mais l'échographie cardiaque est vraiment le premier examen de facilité. Et donc, vous avez l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ou modérément réduite. Elle est donc inférieure à 50%. Et là, on va voir qu'on a pas mal d'arsenal thérapeutique. Et puis, il y a l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc là, la fraction d'éjection est à plus de 50%. Et là, on va voir qu'on a fort heureusement une nouvelle classe thérapeutique, mais on a quand même moins d'armes. Et surtout, c'est des patients qui sont souvent plus âgés, qui sont diabétiques, hypertendus, insuffisants rénaux, qui ont beaucoup de comorbidités qu'il faut bien sûr traiter. Diapositive suivante. Alors, la classe de médicaments relativement récente qui est efficace dans ces deux formes d'insuffisance cardiaque, ce sont les inhibiteurs de SGLT2, donc ce cotransporteur du glucose au niveau du tube contourné proximal. C'est donc au départ des antidiabétiques. Et puis, il y a des études bien menées de grande ampleur chez l'insuffisant cardiaque qui ont montré que cette classe thérapeutique réduit de façon significative à la fois les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque et les décès d'origine cardiovasculaire. Et ça, quelle que soit la fraction d'éjection. Et ce qui fait que depuis 2023, on a des recommandations, qu'elles soient européennes ou américaines, pour mettre cette classe de thérapeutique en recommandation classe 1. Donc, classe 1, c'est qu'on est tous d'accord, à la fois les consensus d'experts et des études randomisées de grande ampleur. Donc, on peut, dès l'instant où vous dépistez un patient, comme mes collègues vous ont bien expliqué avant, quand on dépiste un patient avec les signes cliniques, les symptômes, les dosages biologiques, quand on le dépiste insuffisant cardiaque, eh bien, vous pouvez déjà démarrer cette thérapeutique en dehors, bien sûr, de la contre-indication importante qui est le diabète de type 1. Mais en dehors de ça, vous pouvez déjà le démarrer avant de l'adresser à un cardiologue en ville, au centre avec lequel vous travaillez. Vous pouvez déjà mettre en place cette thérapeutique. Plus ou moins les diurétiques, si le patient, bien sûr, a une hypervolémie et une congestion. Diapositive suivante. Alors après, là, on va se concentrer sur l'arsenal thérapeutique qu'on a dans la fraction d'éjection à moins de 50%. Donc là, on a 4 thérapeutiques. Donc, je vous ai déjà parlé des inhibiteurs SGLT2. On a 3 autres classes. On a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou
également le sacubitril/valsartan ou les inhibiteurs du système rénine-angiotensine. On a les bêta-bloquants et on a les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Et donc, ces 4 thérapeutiques qu'on a appelés les 4 piliers, les 4 fantastiques, ils ont une recommandation classe 1 lorsque la fraction d'éjection est inférieure ou égale à 40%, et ils sont en 2B lorsqu'elle est entre 41 et 49%. 2B, c'est quand même fortement recommandé, mais il y a un petit peu moins de preuves. Alors, ce qui est très important, c'est d'initier ces thérapeutiques le plus vite possible, en fonction bien sûr de la tolérance, et notamment lorsque les patients sont hospitalisés, on essaie d'incrémenter, d'initier ces 4 thérapeutiques avant la sortie de l'hôpital. Et après, ce qui va être très important, c'est de les augmenter rapidement, je dirais, mais surtout d'être très vigilant là-dessus, donc de revoir, on va le voir un petit peu comment ça se passe très, très rapidement les patients pour pouvoir aller aux doses optimales, recommandées, tolérées. La diapositive suivante. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait que cette prise en charge qu'on appelle intensive, elle est très efficace. Ça, c'est l'étude Strong-HF. 2 bras de ces patients insuffisants cardiaques, la prise en charge intensive ou la prise en charge habituelle. La prise en charge intensive, c'est quoi? C'est de revoir les patients toutes les semaines pendant 2 mois jusqu'à la titration à 100% des doses recommandées. Donc, c'est sûr que derrière, il faut une structure adaptée où on puisse voir les patients toutes les semaines. Donc, quand on a une grosse cohorte, ça commence à être parfois un peu compliqué au niveau organisationnel. Mais effectivement, cette étude est importante puisqu'elle s'est arrêtée prématurément. À l'époque, c'était que 3 thérapeutiques, il n'y avait pas les inhibiteurs des SGLT2, mais elle s'est arrêtée prématurément parce que dans le groupe prise en charge intensive, eh bien, dès le 45e jour, vous avez une diminution du critère primaire qui était donc décès ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc oui, ces thérapeutiques, notamment dans la fraction d'éjection altérée, fonctionnent, mais il faut les mettre en place de façon vraiment très, très forte et rapide. Diapositive suivante. Et alors ça, c'est une étude toute récente puisqu'elle a été présentée au Congrès d'insuffisance cardiaque, au Congrès européen là, à Lisbonne en mai. C'est une étude qu'on appelée TIMACHEF, qui est donc une étude uniquement chez des patients avec fraction d'éjection altérée. Et l'idée, c'était à 12 semaines de faire une échographie cardiaque pour voir, avec cette prise en charge relativement intensive, est-ce qu'il gagnait en fraction d'éjection. Et donc, vous pouvez voir là, sur le graphique à gauche, c'est l'augmentation progressive des 4 thérapeutiques au cours des 12 semaines. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas mal, mais il y a quand même dans la classe IEC, vous voyez, ils sont un tout petit peu à plus de 50% à 12 semaines. Donc, vous voyez que quand on dit qu'à 2 mois, on est titré complètement, probablement qu'il nous faut un petit peu plus de temps, même dans des équipes bien structurées. Mais ce qui est très important, c'est qu'en moyenne, les patients gagnent en fraction d'éjection 6%. Et 6%, ça veut dire quoi? C'est quand vous étiez avec une fraction d'éjection modérément réduite, vous pouvez passer à une fraction d'éjection conservée. Donc ça c'est très important et ça prouve l'efficacité thérapeutique. Et par ailleurs, il y avait également une diminution d'insuffisance mitrale, donc probablement un effet très bénéfique sur le remodelage ventriculaire. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on a des thérapeutiques maintenant vraiment efficaces, on le sait, et pourtant l'inertie est là et on est tous responsables de cette inertie. Donc là, à droite, en haut, ce sont des registres. Donc les registres, c'est la vraie vie, ce n'est pas les études randomisées, on est bien d'accord. Ce sont des registres, qu'ils soient européens, d'Amérique du Nord ou en Asie. C'était sur la plupart du temps les 3 thérapeutiques, puisqu'à l'époque, sauf dans l'étude suédoise, mais il n'y avait pas les 4. Mais vous voyez qu'en haut, là, c'est le pourcentage de patients qui ont ces thérapeutiques. Donc, vous pouvez déjà voir que les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, alors eux, c'est vraiment le parent pauvre parce qu'ils sont très peu donnés. Et en bas, c'est lorsque ces thérapeutiques sont données, à quelle dose elles sont données. Et vous pouvez voir qu'aucune des thérapeutiques n'est donnée à plus de 50% des doses recommandées. Donc, autant vous dire qu'il y en a très peu qui atteignent les doses recommandées et les doses cibles. Par ailleurs, et ça c'est non négligeable, le pourcentage de patients qui arrêtent le traitement, ça peut aller dans certains registres jusqu'à 50%. Et enfin, on prescrit des thérapeutiques à nos patients, on donne des ordonnances, on pense qu'ils vont aller à la pharmacie. Eh bien, ils n'y vont pas tous. Ça, c'est
une étude qu'on a présentée donc, au congrès d'insuffisance cardiaque sur un registre qui s'appelait un registre français d'insuffisance cardiaque, le registre FRESH. On a évalué l'observance thérapeutique, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont à la pharmacie et est-ce qu'ils y vont suffisamment souvent pour qu'ils aient les doses cibles. Eh bien, 39% des patients ne sont pas observés. Donc, toute l'importance, bien sûr, de mettre toute une équipe pluridisciplinaire et notamment des pharmaciens pour, bien sûr, augmenter cette adhérence thérapeutique. La diapositive suivante. Alors, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est de rechercher, de traiter la carence martiale chez les patients insuffisants cardiaques, car effectivement, le risque de décès ou d'hospitalisation est multiplié par 2 à 4 lorsqu'on a une carence martiale, et même si on n'a pas d'anémie. Ça, c'est un point important, c'est qu'on peut avoir une carence martiale sans anémie, et il faut la traiter même si on n'a pas d'anémie. Alors, je vous ai remis là à gauche les valeurs. Carence martiale absolue lorsque la ferritine est à moins de 100, et carence martiale relative lorsque la ferritine est entre 100 et 300, et que le coefficient de saturation est à moins de 20%. Diapositive suivante. Le fer péros chez l'insuffisant cardiaque n'est pas absorbé, notamment parce qu'il y a de l'inflammation, notamment parce qu'il y a une séquestration du fer dans les hépatocytes. En tout cas, le fer péros n'est pas absorbé, il n'est pas à donner, c'est du fer injectable. Et donc, première injection en milieu hospitalier, notamment liée au risque éventuellement allergique. La deuxième injection, quand elle est nécessaire, peut être faite en ville. Diapositive suivante. Voilà, donc en conclusion, l'importance, bien sûr, de dépister, et là, je pense que mes collègues ont bien insisté sur l'importance du dépistage, et là, le rôle primordial des soignants, notamment en ville, pour dépister ces patients, l'importance de les mettre dans un parcours de soins multidisciplinaire, l'importance de sécuriser notamment la sortie de l'hôpital avec différentes choses, dont le Prado, dont la télésurveillance, l'importance de mettre le patient vraiment au centre de ce dispositif pluridisciplinaire et qu'il soit acteur, donc de lui répéter régulièrement sa pathologie et l'importance des symptômes et de la prise en charge des traitements. Et donc, tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'un parcours de soins avec vraiment des équipes pluridisciplinaires, incluant, et la liste n'est pas exhaustive, et mes collègues en ont déjà parlé, mais donc, bien sûr, les médecins généralistes, les cardiologues, les infirmiers, qu'ils soient IPA, ISPIC, donc infirmiers spécialisés en sciences cardiaques, les pharmaciens, les diététiciennes, les cardiogériatres, et j'en passe. Et bien sûr, c'est une liste non exhaustive, mais ça paraît vraiment être vraiment fondamental. La prochaine diapositive, c'était la conclusion, et donc vous dire que voilà, je pense qu'on a des traitements médicamenteux efficaces. Je vous ai parlé essentiellement des traitements qui ont montré leur effet en termes de morbimortalité, mais bien sûr, il ne faut pas oublier les diurétiques, la base, notamment lorsqu'on a des signes congestifs. Merci. On ne vous entend pas, Madame Delcroix. C'est bon? Non, c'est bon. Alors, je disais, donc, on a des questions sur la thérapeutique. Quelle est la place des dérivés nitrés dans l'insuffisance cardiaque? Et une autre question aussi, c'est, on dit toujours de mettre des antiagrégants et des statines de manière systématique. Faut-il le faire, même s'il n'y a pas de coronaropathie? Alors, pour les dérivés nitrés, sur le patient insuffisant cardiaque qu'on vient de dépister et qui n'est pas en insuffisance cardiaque aiguë avec des signes très congestifs, on ne le met pas, on le met surtout dans les insuffisances cardiaques aiguës à l'hôpital. Alors, il faut faire attention parce que ça a quand même tendance à entraîner, ce sont des vasodilatateurs, donc ça peut entraîner des chutes tensionnelles, et donc on peut éventuellement les proposer, mais plutôt chez des patients éventuellement coronariens. Quant au traitement donc, de façon systématique par statine et par antiagrégant, non, on ne le fait pas de façon systématique. On va le faire si, lorsqu'on a trouvé la cause de l'insuffisance cardiaque et que notamment le patient est coronarien, là, bien sûr, il faut être drastique sur le taux de LDL et le cardégique, l'antiagrégant plaquettaire lorsqu'il y a une coronaropathie ou éventuellement une artériopathie. Mais de façon systématique, non. C'est vraiment après un bilan, et s'il le justifie, oui.
sachant quand même qu'effectivement, on dose le cholestérol chez tous les patients insuffisants cardiaques lorsqu'ils arrivent et que de toute façon, c'est important pour la prévention des événements cardiovasculaires d'avoir un taux de cholestérol et notamment de LDL le plus bas possible. Et une autre question, y a-t-il des moyens d'agir en ville sur la carence martiale? Alors oui, bien sûr. Donc la première chose, c'est déjà de la rechercher. Donc lorsque vous prescrivez un bilan incluant bien sûr le NT-proBNP chez un patient insuffisant cardiaque, eh bien, l'idéal, c'est de pouvoir associer la ferritine et le coefficient de saturation de la transférine. En fonction de ça et des cibles que je vous ai données, eh bien, soit le patient a une carence absolue. Et là, effectivement, pour la première injection, il faut que ce soit fait en milieu hospitalier. Donc, ça peut être couplé à une hospitalisation de jour dans le centre, le circuit avec lequel vous travaillez. En revanche, comme je disais, s'il nécessite une deuxième injection, ça peut tout à fait être fait en vide. Et donc, ça, c'est intéressant puisque ça évite à nouveau le passage du patient à l'hôpital ou dans un centre hospitalier public ou privé. Merci, docteur Lermers. Bien. Si vous voulez, on va faire une, un axe, un relais vers la médecine de ville. Donc, on a pas mal de CPTS qui, bien sûr, de MSP qui ont investi le parcours insuffisance cardiaque. Certaines sont assez mûres sur le sujet en termes d'organisation, d'autres un peu moins. On voulait ici illustrer avec une CPTS, donc la CPTS de Saint-Omer, qui a commencé le chantier sur le parcours insuffisance cardiaque en mettant un axe peut-être d'entrée, vous le verrez, sur l'éducation thérapeutique du patient. On en a un peu parlé et je pense que c'est un élément très très important dans la prise en charge de l'accompagnement des patients. Donc là, je vous propose de visualiser un petit film sur cette CPTS, son organisation et ce qu'elle essaie déjà de mettre en place pour les patients insuffisants cardiaques, notamment par la porte d'entrée, le volet EETP. Je vais passer ce film. L'insuffisance cardiaque est une maladie fréquente et grave, d'ailleurs sous-diagnostiquée chez la femme. Elle a des conséquences très importantes en termes de mortalité et économique pour les sociétaires. La plupart des patients passent par le
spécifique à l'Aude-Loire, mais également sur l'Agence régionale de santé. Madame Lheureux, peut-être je peux vous laisser la parole pour faire un commentaire sur, d'abord vous remercier, vous et toute l'équipe, d'avoir accepté de réaliser ce film, et peut-être aussi nous dire comment vous voyez un petit peu l'avenir par rapport à ce parcours insuffisance cardiaque au sein de la CPTS. Oui, donc merci du coup de votre invitation. Bon, c'est bien, heureusement, il y avait les sous-titres sur la vidéo, donc on a compris un petit peu Oui. l'idée globale. Donc en fait, voilà, nous, on est parti du constat qu'il existait déjà des choses pour les patients insuffisants cardiaques en post-hospitalisation. Et on s'est dit qu'il était dommage de devoir arriver jusqu'à une hospitalisation pour pouvoir bénéficier d'une éducation thérapeutique. Parce que le but de l'éducation thérapeutique, c'est quand même de prévenir toute hospitalisation. Et on s'est concentré du coup sur cette faible proportion de patients finalement qui est diagnostiqué insuffisant cardiaque et qui ne va pas passer forcément par l'hôpital. Donc l'idée vraiment de ce travail en pluriprofessionnalité, c'était d'avoir un discours commun, de permettre à la personne insuffisante cardiaque de réagir, voilà, comment on réagit face à une décompensation et vers qui on s'oriente. Donc là, voilà, on est vraiment sur un début de programme d'éducation thérapeutique en dehors de toute hospitalisation. Donc on va le mettre en place. Maintenant, on sait qu'on a encore du travail à poursuivre, notamment avec l'hôpital. Voilà, comment fait un professionnel de santé qui détecte des signes de décompensation cardiaque pour lequel il n'y a pas forcément de médecin traitant ou lorsque le médecin traitant est absent, vers qui on oriente pour ne pas saturer les urgences ou les centres hospitaliers. Voilà. Donc on est un petit peu encore dans cette démarche, on en est au tout début, mais les liens se poursuivent et je pense que effectivement, ça a été dit tout au long de ce webinaire. L'important, c'est de travailler ensemble euh, et de favoriser le plus possible la coordination de l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers. Isabelle, il y a des questions? Alors, on avait une question. Quel est l'intérêt enfin, pour la CPTS ou pour... Oui, pour la CPTS. Non, il n'y a pas de Non, question il pour n'y a la pas d'autres CPTS. questions. Peut-être que Monsieur Lamblin, Monsieur Houquet, Monsieur Degrotte, Madame Vermès voulaient réagir aussi par rapport à ce travail en équipe de soins primaires, ces initiatives. Bah, moi, je trouve ça très bien, hein. Franchement, bravo d'avoir mis ça en place parce que je trouve que le plus difficile, c'est de coordonner en fait tous ces acteurs. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, on est de nombreux acteurs et le coordonner et la relation ville-hôpital. Bon, on voit, hein, ça commence, il y a des initiatives hein, dans différents endroits, mais c'est cette coordination des différents acteurs. Et je trouve que c'est bien, par exemple, que vous ayez impliqué aussi des pharmaciens de ville. Je disais que moi, je suis persuadée de l'importance de tous les acteurs, mais des pharmaciens dans notamment l'adhésion thérapeutique. Et là, je trouve que de les impliquer d'impliquer les pharmaciens de ville, qui sont quand même des personnes que les patients connaissent très bien, puisqu'en général, ils vont toujours chez le même pharmacien. Je trouve que c'est extrêmement intéressant oui, comme prise en charge, quoi, enfin, comme idée. Et à mon tour, je voudrais vous féliciter et féliciter le docteur Van de Candelare que vous saluerez de ma part. Vous féliciter, puis après ça, amener un message qui est une force, mais également une faiblesse, parce qu'on va se parler clairement.
on voit très bien que ça dépend de la motivation des personnels, des motivations individuelles ou des motivations d'équipe à progresser, à échanger ensemble. Donc c'est une force parce que quand les gens sont motivés, ça avance bien et c'est de la qualité et au final, c'est les malades qui sont bien pris en charge. Mais c'est aussi une faiblesse. Comment faire pour emmener dans ces initiatives beaucoup de nos collègues, tous, hein, pharmaciens, infirmiers, médecins, spécialistes, beaucoup de collègues n'ont pas cette motivation pour travailler sur des organisations en parcours, pour collaborer, pour travailler en pluriprofessionnalité. Et donc, il y a un travail de motivation de nos collègues. Et finalement, je pense que l'injonction, l'obligation ne marchera pas. La motivation financière, peut-être que peut amener une CPTS, est un élément, mais ce ne suffira pas non plus. Je crois que, vu le nombre de CPTS qui existent dans le Nord-Pas-de-Calais, finalement, il n'y a même pas 20% des médecins généralistes qui y participent ou qui, quand ils y sont inscrits, y travaillent. Donc, votre exemple doit être diffusé parce que la motivation ne se fera que par l'exemple. Donc, bravo, soyez un exemple, diffusons l'exemple parce que la motivation, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Tout à fait. Je vous rejoins dans le sens où l'ensemble des actions qui sont faites au niveau des CPTS, j'ai envie de dire, font tache d'huile finalement. Quand il y a une expérience qui fonctionne très bien, on arrive à embarquer et à motiver davantage de professionnels de santé. Effectivement, c'est un challenge. Je crois même que c'est la seule façon d'y arriver, Tout à fait. la tâche d'huile ou l'exemple, parce que même l'incitation financière a ses limites. Et pour avoir participé donc, à une expérimentation qu'on appelait le Lab Parcours, la grande difficulté, ça a été la motivation des uns et des autres pour former des équipes. Et même a posteriori, si un certain nombre de médecins euh, ont participé à l'expérimentation, au sein d'un même cabinet, par exemple, un médecin le faisait et puis les 4 autres n'ont pas souhaité le faire, malgré une incitation et un exemple. Donc, la grande difficulté va être là. Mais bon, il faut se donner du temps, c'est tout. Il faut prendre son bâton de pèlerin comme vous le faites. Bravo. Et on est optimiste. Un grand bravo. Et justement, faire tâche d'huile, effectivement ça. Il serait bien de diffuser cette vidéo dans plusieurs endroits pour que les gens soient interloqués et puissent réagir et pouvoir en discuter avec d'autres médecins et essayer de créer ces réseaux. Monsieur, Félicitations en tout cas. Monsieur Van Boxel, j'ai une question pour vous. Au-delà du webinaire, cette vidéo va rester plus longtemps disponible sur le site de l'ARS ou de la CPM parce qu'elle peut illustrer et donner envie à d'autres de se lancer dans cette démarche. Elle sera mise dans le cadre du replay webinaire dans son ensemble sur le site de l'ARS et elle sera mise aussi de façon indépendante, hein, isolée sur le site de l'ARS, peut-être aussi sur d'autres canaux qui sont à prévoir. Pareil, côté assurance maladie. Il faut faire un lien, par exemple, quand les gens cliquent sur CPTS juste parce qu'ils veulent savoir ce que c'est. Par exemple, je sais que sur votre site, il y a les explications générales, ce qu'est une CPTS, comment on la monte. Vous pouvez faire un lien avec une illustration, par exemple. Ce serait pas mal, ça. Donc, très bien. C'est une bonne idée. Ce sera travaillé avec le service com de l'ARS. Et avec l'accord des acteurs, mais je n'en doute pas une seconde. Il y a d'autres outils aussi, hein. Il y a l'assurance maladie avait participé au projet Outilic avec le groupe Insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie. Donc, il y a toute une banque de choses et de projets qui ont été développés parfois de manière hospitalière, mais aussi par des CPTS, des petits outils, des choses qui peuvent servir. Et c'est des outils qui sont tout à fait mis à disposition. Donc, pareil, je pense que l'assurance maladie pourra mettre des liens aussi à disposition des CPTS pour qu'ils puissent s'approprier les outils et puis les remettre en fonction les réadapter localement. Mais ça peut être aussi une idée de motivation. Voilà, donc il est presque l'heure, donc je vais laisser la parole au docteur Delcroix pour conclure sur une ou deux slides, donc, je crois, par rapport aux messages essentiels qui ont pu être passés aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi que quand vous cliquerez sur la fin du webinaire, vous aurez quelques questions sur l'évaluation et l'intérêt de ce webinaire. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour répondre. Voilà, je redonne donc la parole au docteur Delcroix sur les éléments de conclusion.
Voilà, Isabelle. Donc, en conclusion, on peut dire que la prise en charge d'un patient insuffisant cardiaque doit s'intégrer donc dans un parcours de soins. Ce parcours doit mobiliser donc les différents acteurs du territoire, à la fois en ville et à l'hôpital. Cette prise en charge, elle repose sur un diagnostic précoce. Donc, en fait, c'est surtout penser à avoir le réflexe EPOF et y penser donc chez les patients à risque de développer une insuffisance cardiaque. Elle repose aussi sur un suivi pluriprofessionnel, comme l'a très bien illustré la CPTS Audomaroise. Donc, ce suivi doit être structuré et coordonné autour du patient. Il faut agir vite pour prévenir les décompensations et améliorer la qualité de vie donc, des patients insuffisants cardiaques. Et en dernier point, c'est l'optimisation donc du traitement à la fois médicamenteux, mais pas que. S'appuyer également donc sur l'éducation thérapeutique, sur l'activité physique adaptée, s'appuyer aussi sur les associations de patients et il y a certainement d'autres dispositifs que j'ai oubliés. En tout cas, on espère que ce temps fort vous a apporté des réponses et des questionnements, donc tant sur le parcours de soins insuffisants cardiaques que sur d'autres parcours que vous auriez pu identifier. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lamblin, la motivation, en fait, c'est important. Et puis, on tient à remercier nos experts cardiologues pour leur intervention et puis toute l'équipe de la CPTS Audomaroise pour son interview. Merci. Bonne fin de journée. Voilà, À bonne une fin. prochaine fois et à votre disposition pour parler de malades compliqués ou pas compliqués. Alors, n'oubliez pas de remplir l'évaluation. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon après-midi à tous.